Prise 1. Bienvenue à La Quête, le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là. Frankie Boy. Yes, sir. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de force musculaire. Puis, pour être honnête, je pense que quand on s'est connus à la base, je faisais beaucoup d'hypertrophie. Tout ce qui était force, puissance, autre chose, je connaissais pas trop. Puis avec le temps, tu m'as poussé à aller voir de la littérature sur la force musculaire. Puis là, je me rends compte que j'aurais dû intégrer ça à mes workouts. Là, vraiment un long moment. Là. Fait que, parlons un peu de la force. Qu'est-ce que c'est? Explique. Ouais. Tu sais, avant, je veux juste mentionner le fait que je te comprends parfaitement. Je pense que, tu sais, tout le monde qui est intéressé par la musculation a un petit, mettons surtout les gars, là, mettons, là, on a comme, Arnold ou genre, tu sais, des influences de bodybuilding. Fait qu'on est comme, ben là, on va faire de la muscu comme nos idoles, entre guillemets, tu sais. Puis c'est seulement quand tu te mets à faire du sport ou que tu t'entraînes pour une autre activité que le gym, que là, penser à la force, à la puissance, ça a de l'allure, tu sais, parce qu'au début, souvent, l'activité du gym, c'est la finalité aussi. Tu vas au gym pour aller au gym, puis les résultats que ça donne, puis t'es content. Fait que c'est normal que t'aies voulu faire de l'hypertrophie, puis been there, done that. Je pense que le 8-12 aussi, classique, hypertrophie, oui. rep range, que je sais comme, OK, non, mais là, 6 reps, ça sert à rien. C'est ça. Je J'ai pas les gains. Exactement. C'est pas fait que, ça non, je te tout, comprends. Ouais. Fait que bref, à la question sur la force maximale, c'est la qualité la plus importante à développer pour des athlètes, pour des gens qui font un autre sport que le gym. OK. Le but, c'est d'utiliser des charges lourdes, donc des charges qui te permettent de faire 6 répétitions et moins. C'est d'utiliser des mouvements qui sont généraux, donc pluriarticulaires, des mouvements complexes, le squat, deadlift, même des mouvements qui sont un peu plus isolé, ça passe aussi, tu sais, leg press, lunge, ça va, tu sais. Donc, des grands mouvements, des grands gestes musculaires. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler sur l'aspect neural de la chose. Ce que je veux dire par là, c'est tu veux bouger le plus vite possible, même si la charge utilisée te fait pas bouger très vite. Tu vas comme faire un squat, mettons, à 3 répétitions maximales, à une charge qui permet de faire 3 reps, mais pas une 4e. Puis là, tu vas descendre. Là, en remontant, tu vas essayer de sauter. T'es pas capable parce que la charge est super grosse, mais tu as l'intention de sauter. Et ça, c'est crucial parce que la force maximale, c'est surtout un aspect neural. Donc, tu veux avoir une intention de vitesse parce que c'est comme ça que tu vas avoir les adaptations de ton entraînement. OK. Puis au niveau de la technicalité, souvent c'est des charges lourdes, des longues périodes de pause et des grandes masses musculaires. Et ça demande une expertise technique quand même assez avancée parce que le risque de blessure est un petit peu plus grand. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui a les muscles du tronc assez forts, qui comprend comment placer son bassin, puis qui comprend comment placer ses genoux. Tu commences pas en force max quand tu es un débutant. Tu passes avec le temps à cette étape-là de ton entraînement. Puis là, force, puissance, là, on va faire une autre capsule sur la puissance après celle-ci. Mais juste brièvement, nous faire un peu le topo entre les deux parce qu'on dirait que quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, c'est la même chose. On dirait synonyme. Ouais, effectivement. C'est effectivement synonyme parce que de la force découle la puissance. Donc, les gens les plus forts sont aussi ceux qui ont le plus grand potentiel de puissance. OK. Ce que je veux dire par là, c'est la force max, c'est la taille de ton réservoir maximal. Mettons le 100 unités de force pour faire un chiffron. Mais la puissance, c'est un certain pourcentage de ta force parce que c'est à une charge qui est intermédiaire et c'est à une vitesse de déplacement maximale. Okay. Donc, la force maximale, tu vas seulement l'atteindre lorsque tu as beaucoup de temps pour créer la contraction musculaire. Un RM de deadlift, ça se fait en 3, 4, 5 secondes pour une seule répétition. Mais quand tu cherches à faire un geste puissant, un geste rapide, comme un saut par exemple, ou lancer un med-ball, mais le temps pour appliquer la force est limité. Donc, tu ne peux seulement utiliser qu'un certain pourcentage de ta force maximale. Et c'est ça qu'on parle lorsqu'on parle de puissance. Fait qu'il y a une vélocité qui vient avec la puissance, une vitesse, tandis que la force... C'est souvent très lent. C'est ça. Ouais, exact. Okay. Mais pour être puissant, il faut que tu sois fort parce que tu vas toujours juste utiliser une fraction de ta force maximale. Donc, plus ton réservoir de force est grand, plus ta capacité de puissance va être élevée. OK. Ouais. Si je veux intégrer
de la force à mon programme, en périodisation. Comment je peux faire ça? C'est quoi un peu les règles de base, mettons? Ouais. Les règles de base, c'est utiliser des charges lourdes et avoir suffisamment de temps de repos pour créer un mouvement de qualité à chaque répétition. Okay. Si tu fais, mettons, 3 répétitions, très stimulantes, puis tu prends juste 30 secondes de pause, je te garantis que tu pourras pas refaire un autre 3 répétitions de qualité. Peut-être que tu vas en faire une seule rep. Et si rep. tu peux, c'est que la charge était trop légère. Exactement, bien dit. Donc, ça ouvre le concept de répétition en réserve. Donc, répétition en réserve, c'est la quantité de répétitions que tu aurais été capable de faire si tu avais continué ton exercice. Par exemple, que tu fais 4 répétitions à une charge qui te permet d'en faire 6, ça veut dire que tu as 2 répétitions en réserve. Pour travailler en force max, tu as besoin de 0 à 3 répétitions en réserve. Okay. Donc, tu veux pas être en mesure de faire énormément de répétitions après avoir arrêté de ton propre chef. Mais tu peux aussi te rendre à l'échec musculaire. C'est juste pas nécessaire d'avoir un échec musculaire pour gagner en force. C'est tout à fait possible de gagner en force sans aller à l'échec musculaire. Les autres concepts, c'est un peu comme la liste d'épicerie classique de la force. Je te balance ça, puis après ça, on peut aller plus loin dans les concepts. Donc, 1 à 6 répétitions par série à une charge très élevée, 2 à 6 exercices par séance, 2 à 10 séries par groupe musculaire par séance, et on veut une échelle de perception d'effort assez élevée. Là. Donc, sur une échelle de 1 à 10, on veut être de 7 à 10 là, quand on fait un exercice en particulier, et on veut que ça se déplace lentement parce qu'il faut que la charge soit élevée. Plus la charge est élevée, moins on bouge vite. Les gens connaissent ça. Et en général, pour l'exécution de la séance, on va prendre de 3 à 6 minutes de pause. On va faire 1 à 4 séances par semaine. Puis chaque séance va nous stimuler de 3 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Okay. Fait que c'est quand même une grosse liste d'épicerie, tu sais. Mais au fond, ce que ça dit, c'est que on met lourd, on a besoin de longues pauses, on fait des gestes qui ont des grandes amplitudes avec beaucoup de groupes musculaires. Ça, c'est comme la force en... Tu parles de longue pause, puis je pense que c'est un des trucs que les gens en général en salle ne font pas. Soit ils prennent vraiment trop longue pause, ou souvent l'inverse, ou ce qu'ils veulent vraiment optimiser l'entraînement. Puis là, la pause, 3 minutes, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant ma pause pour optimiser mon temps d'entraînement si j'ai pas beaucoup de temps pour aller au gym, mettons? Le principal truc, c'est de faire une exécution de séance verticale versus horizontale. Ce que ça veut dire, c'est, mettons que tu regardes ta feuille d'entraînement, tu as, mettons, ton exercice de squat, puis tu vas faire 3 séries de 5. Donc, tu lis de gauche à droite ta feuille d'entraînement. Mais si tu fais une exécution verticale, tu vas avoir squat, puis par exemple, d'autres exercices avant de revenir à ton squat. Donc, tu vas faire squat, tu vas faire une série de 5, tu vas passer à peut-être, je sais pas, push-up, 3 séries de 10, là, peu importe, puis peut-être un exercice de stabilisation, genre planche de côté, avant de revenir à ton squat. Donc, t'as pas vraiment pris de repos dans le sens que tu es resté actif entre tes séries de squats, mais tu n'as pas travaillé tes jambes pendant ce temps-là, donc c'est un repos pour les muscles qui vont être stimulés par ton squat. Fait que ça te permet de densifier ta séance, puis de pas juste faire 5 répétitions de squat, t'asseoir sur ton steak pendant 5 minutes, attendre que le temps passe, refaire une série de squats, te rasseoir pendant 5 minutes, ça fait des séances qui sont interminables. C'est pas des séances qui sont très stimulantes non plus. Là. C'est beaucoup de temps à regarder les mouches ou à texter sur ton téléphone. Puis les autres exercices que j'ai emmenés, ils doivent pas utiliser les mêmes muscles? Idéalement pas, non. Puis je veux pas travailler encore en force. Tu pourrais, à condition que ça soit un autre groupe musculaire. Mettons une organisation classique, c'est de faire un exercice en force de bas de corps, un exercice en force de haut de corps, puis un exercice de stabilisation. Mettons le tronc, fessier, stabilisation de l'épaule, par exemple, peu importe, mais tu veux avoir un mini repos entre tes exercices. Donc, on dit squat, chin-up avec de la surcharge, puis mettons planche, mais on va faire un squat, mettons 3 répétitions, on va prendre une trentaine de secondes. On va faire notre chin-up, on va faire 4 répétitions, on prend une trentaine de secondes. On va faire notre planche de côté à gauche, planche de côté à droite, puis après ça, on va peut-être prendre 1 minute, puis on va recommencer le petit bloc. Mais ce que ça veut dire, c'est que du moment qu'on a arrêté nos squats, le temps de chrono de répétition de squat commence, puis là, on fait le reste de notre petit bloc d'entraînement. Puis au moment où on revient au squat, on a fait de 3 à 5 minutes de pause pour cet exercice-là,
pour ces groupes musculaires-là. Puis à travers ma journée, est-ce que je peux ajouter plus qu'un mouvement? Tu sais, on a comme le classique en tête d'un programme de premier exercice, main lift, système nerveux est on, t'es fresh. Puis après ça, tu découles avec des trucs d'accessoires, tu sais, des exercices d'accessoires. Est-ce qu'on pourrait faire 3 exercices de force en la même journée ou c'est trop demandant pour le système nerveux ou les muscles, peu importe? Non, c'est très possible. Tout dépend de ce à quoi tu es habitué. Tu sais, si tu es habitué d'en faire un, puis là, tu montes à 4, bien là, évidemment que tu vas être grillé, mais c'est tout à fait possible de faire plusieurs exercices de force au sein d'une même séance, même si c'est les mêmes groupes musculaires. Ouais. Comme par exemple, tu pourrais faire de l'haltéro en début de séance, mettons de l'épaulé jeté, puis tu pourrais faire ensuite, mettons, du deadlift en force. Ou est-ce qu'il y a une petite ressemblance entre, mettons, ton clean puis ton deadlift. Là, le geste au niveau des hanches est très similaire, mais ça serait pas grave parce que tu es capable de le prendre puis c'est pas excessif. OK, je comprends. Puis, si on parle de bénéfices, si on parle de force, je te demande comment l'intégrer, machin, mais en bout de ligne, pourquoi je veux faire de la force? En quoi c'est optimal? Ouais, super question. On aurait peut-être même dû commencer. Je pense que oui. Mais la force, c'est la qualité musculaire la plus transférable. C'est la plus importante. Transférable. Transférable. Ce que je veux dire par là, c'est ce que tu vas développer en salle, tu vas être capable de l'appliquer à ton sport. OK. Sachant que, mettons, la salle, c'est pas la finalité, c'est pas la seule chose que tu fais. Si tu veux juste être le plus fort possible en salle, c'est correct aussi, mais c'est la force musculaire qui va te permettre de mettre plus de charge sur ta barre, ce qui est tout aussi un objectif, tu sais. Puis les autres raisons, il y en a vraiment plusieurs. Au niveau de la prévention des blessures, les gens plus forts sont généralement moins blessés. Au niveau de la potentialisation, c'est-à-dire que tu fais un échauffement, tu fais une activation pour faire un geste précis, un sprint, un saut, une projection maximale. Plus tu es fort, plus tu vas répondre à cette activation-là. Aussi, plus tu es fort, plus tu es explosif, plus tu es puissant. On parlait tantôt en début d'épisode que la puissance, c'est un certain pourcentage de notre force maximale. Ben, plus grand est notre réservoir de force et meilleure sera notre puissance. Ça aide aussi les changements de direction. Tous les gestes athlétiques explosifs, les sauts, les sprints, les cotes, tout ça, c'est amélioré par la force maximale. Puis une des choses qu'on sait maintenant, mais qui est peut-être pas connue de tous, c'est que même pour les sports aérobie, pour les sports d'endurance, la force maximale, ça aide. La force, c'est vraiment là, faire 3 à 5 reps de squat, tu te dis, ça m'aidera pas pour mon marathon. Mais non, en fait, ça t'aide parce que ça améliore ton efficacité gestuelle. Ton efficacité gestuelle, c'est le coût énergétique pour une tâche sur la durée. Fait que, par exemple, courir à, mettons, 6 minutes du kilo, si tu es 2 fois plus fort, ben, ça va te coûter moins de calories par minute courir à 6 minutes du kilo que si tu étais plus faible. Donc, ça aide aussi pour les tâches d'endurance. Pour le vélo, c'est vrai aussi. Pour la natation, tu vas tirer plus d'eau par geste. Donc, il y a vraiment une pertinence à développer la force maximale si tu fais d'autres activités que le gym. Je pense que chez les sportifs, c'est ça justement, le concept de se dire qu'on va faire un squat pendant 20 secondes va pouvoir nous aider à faire un marathon pendant 2 heures et quelques. Ça fait pas de sens un peu de penser à peut être transférable, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est contre-intuitif, tu sais, mais puisque chaque action de ton sport d'endurance part initialement de ton système musculaire, ben si ton système musculaire est plus efficace, plus fort, se fatigue moins vite, ben c'est tout à fait logique de se dire que même si pour une période de 3 heures de course à pied ou de 6 heures de vélo, chaque contraction est plus efficace. On dirait que c'est plus facile à se dire que il y a un lien entre la muscu et mon activité, même si la durée du geste fait pas de sens. Tu sais, 3 séries de squat, 3 répétitions de squat, je veux dire, ça prend 8 secondes. C'est sur 6 heures de bike, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est quoi les changements qu'on cherche à faire dans ton système musculaire, dans ton système nerveux pour soutenir une tâche d'endurance qui dépend beaucoup de plusieurs contractions musculaires. Ouais. C'était plus facile à avoir le lien comme ça. Je pense que je m'en rends compte encore plus aujourd'hui parce qu'avec Avancé, on prend des athlètes, on fait des vidéos avec eux et tout. Puis on se rend compte que tous les athlètes en escrime, en vélo de montagne, tous les athlètes s'entraînent en salle, font de la force en salle. Ça a une incidence directe sur leur sport. Pendant que, théoriquement, on dirait que je me dis, escrime, squat, très peu, tu sais.
Mais tu sais, c'est vraiment de comprendre que chaque geste sportif, mettons tu parles d'escrime ou de vélo-montagne, peut être optimisé en salle. Soit via une résistance ou soit via une assistance. Tu sais, par exemple, on parle d'escrime, mais tu sais, la fente en escrime, là, tu sais, de faire une espèce d'attaque, là, tu sais, ben ça part à la base de ton système musculaire. Tu as besoin de générer une impulsion pour te déplacer rapidement, mais tout ça, ça s'assoit sur ta force musculaire. Fait que t'es pas en train d'améliorer ton escrime, ton geste d'escrime dans le gym, tu fais pas exactement le même mouvement, mais tu vas soutenir les muscles qui vont être utiles lorsque tu vas faire de l'escrime. Tu sais. OK. Là, on applique de la force dans le programme. Ouais. Comment je peux faire pour savoir à quel point je progresse? C'est quoi les indications qui me permettent de dire que là, je suis vraiment plus fort qu'avant? Ouais. Le plus simple, c'est le poids que tu vas mettre sur la barre ou le poids que tu vas utiliser. Ça, c'est le classique. Tu peux tester d'une manière un petit peu plus formelle ta force maximale, soit avec un protocole de 1 RM, donc de déterminer la charge maximale que tu peux lever une seule fois. Ouais. Ça, on peut l'expliquer peut-être dans un autre épisode comment faire ce test-là, mais au fond, c'est un test de force maximale progressif. Tu vas augmenter ta charge petit à petit pour t'échauffer, puis à un moment donné, tu vas faire des essais de force maximale. Puis si tu réussis, tu augmentes un peu ton poids, tu prends une longue période de pause, tu réessayes, et si tu réussis, tu augmentes encore un petit peu jusqu'à ce que tu échoues. Avec ça, ton dernier poids réussi, c'est ton RM, techniquement. Mais il y a d'autres méthodes. Tu peux faire des 3 ou des 5 RM, c'est-à-dire que tu prends une charge que tu peux faire 5 fois, puis tu essaies d'avoir la meilleure charge possible pour faire 5 répétitions. C'est un petit peu moins long, c'est un petit peu moins taxant que de faire un test de 1 RM. Ouais. Tu peux aussi, si tu as l'équipement spécialisé pour le faire, soit avec une caméra, un iPad ou un encodeur linéaire, mesurer la vélocité de la barre, mais mesurer à quel point la charge se déplace rapidement. Fait que si pour, mettons, 100 kilos, tu te déplaces plus rapidement que là 3 semaines pour le même 100 kilos, t'es plus fort aussi. OK. Et une dernière chose que tu peux faire, c'est des tests qui sont un petit peu plus terrain, par exemple, faire un test de saut en longueur pour vérifier si ton bas de corps est plus fort. Si tu sautes plus loin, on peut assumer que tu es un petit peu plus fort. C'est dur à savoir, tu es plus fort de combien. Là. Tu peux juste dire, j'ai sauté 20 cm plus loin, mais ça te permet quand même d'avoir une petite idée d'à quel point tu progresses. Et si tu as l'équipement, tu peux faire un test de force-vitesse, à savoir, tu fais par exemple 5 séries avec une charge qui augmente à chaque fois. Tu essaies de te déplacer le plus vite possible, puis tu enregistres la vitesse de chacune des séries. Puis là, tu peux faire des profils. C'est assez intéressant, mais c'est un petit peu plus spécialisé. Fait qu'on ça, à l'IMS, si vous avez ça, là. Oui, on fait ça, c'est ça, mais c'est plus dur à expliquer dans un podcast à l'audio, mais ça reste une manière assez précise d'évaluer les qualités de force sur tout le spectre de la résistance. Puis tu peux aussi faire un test de force isométrique. Tu peux juste forcer contre quelque chose qui va mesurer la force que tu vas déployer sans avoir rien bougé. Puis ça aussi, c'est un test de force max. Okay. Ouais. Je pense qu'en force, c'est là que je peux voir que les gens ont tendance à vouloir échapper un petit peu la beauté, la forme de leur lift. Ouais. À quel point ça a une incidence, dans le sens comment que je veux traiter mes workouts de force. Est-ce que je veux que chaque rep soit vraiment clean? Est-ce que je veux que la vitesse soit tout le temps... Comment je gère ça un petit peu? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que lorsque tu travailles en force max, c'est là que tu veux que la technique soit parfaite. OK. Et on parlait de répétition en réserve. C'est souvent la dernière rep qui est la moins belle, tu sais, avant que tu échoues. Fait que généralement, quand tu es en force maximale, ton but, c'est de te déplacer le plus vite possible, right? Même si la résistance est grosse. Fait que pour éviter que ta technique en souffre et pour éviter que tu t'adaptes à des vélocités faibles, ben tiens-toi loin de l'échec musculaire. Ta technique va être meilleure et aussi tu vas pas avoir des adaptations qui sont néfastes. Ce que je veux dire par là, c'est que les adaptations dans le gym et les adaptations transférables vers le sport sont velocity dependent, qu'on dit en anglais. Donc, ils sont, mettons, basés sur la vélocité. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'entraînes à des charges très lourdes, mais que tu te déplaces lentement, tu vas surtout t'améliorer dans des contractions musculaires où est-ce que tu as beaucoup de temps pour créer ta force max. Mais dans la plupart des activités sportives, tu as un temps limité
pour créer ta force max. Fait qu'il faut que tu cherches à te déplacer le plus vite possible en tout temps pour que tes vitesses de déplacement soient plus grandes, pour que tu t'adaptes à des gestes qui sont rapides. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Fait que j'invite pas les gens à grinder leur rep, là, quand ils travaillent en force max, parce que ça fait que souvent, tu vas avoir un profil qui est moins explosif, qui est plus fort, alors qu'on veut être un petit peu plus balancé. Est-ce que des fois, je veux avoir ce grind-là, ce genre quasiment d'échec musculaire-là à travers ma session? À travers, mettons, on est plus en train de parler de périodisation à ce moment-là. Tu sais, on va être dans un bloc où est-ce que on n'a pas besoin d'être explosif, on veut juste vraiment augmenter notre force maximale lente. Là, oui, ça s'applique. OK. Ouais, super. Je pense que ça fait le tour un peu des questions que j'avais par rapport à la force. Y a-t-il des choses que j'ai pas pensé de poser que tu aimerais qu'on discute? Tu l'as très bien fait. Tu sais, vraiment, pour travailler en force max, il faut juste s'assurer que la personne est prête. T'sais, que la technique est bonne, que le mouvement est bien compris, que le bracing abdominal, qu'on protège la colonne vertébrale, ça c'est vraiment crucial. Fait que je pense que c'est là que d'avoir un coach, d'avoir un kinésiologue avec toi, la plupart du temps, je pense que les gens peuvent s'entraîner tout seuls. Mais si tu débutes puis t'es pas confiant, un programme en force max nécessite probablement de la supervision. Fait que je pense que ça c'est Je pense que autant au niveau que les structures soient prêtes. Je pense que le système nerveux ou juste le mindset derrière la force, c'est vraiment important. Avec mes clients, je me rends compte que souvent, ils vont échouer leur test de 1RM, peu importe, pas parce que musculairement, ils sont pas prêts, parce que mentalement, il y a quelque chose de tough de se dire je prends la barre, je squatte, c'est très très lourd. Je sais pas si je vais monter. Tout ça, il faut un toughness mental vraiment intense. Je pense que les cluster sets peuvent aider à ça, de séparer un petit peu les répétitions au travers des petites pauses. Ce genre de truc-là peut préparer le client à faire un test de 3RM, 5RM, peu importe. De juste lever une barre lourde, un squat, mettons, ce que la personne pourrait mettre, disons, 2 plates de chaque côté, peu importe, de le faire lever la barre avec plus que 2 plates, juste pour sentir la barre plus lourde, comprendre, puis après redescendre. J'ai une petite technique comme ça tu peux faire avec des clients pour qu'ils s'adaptent à ça, qu'ils fassent OK, c'est lourd, mais je suis capable d'être confiant de le faire, ça change tout dans le mouvement. Ouais, c'est intéressant, puis tu amènes un point qu'on n'a pas parlé, c'est celui du warm-up. Les entraînements en force nécessitent plusieurs séries sous-maximales qui ne devraient pas être comptées dans ton 3 à 6 séries, par exemple. Tu sais, tu veux préparer tes tissus, préparer ton cerveau à comme, OK, ça va être de plus en plus lourd, puis il faut que quand j'y vais, ça compte, là, tu sais. Donc, vraiment, la préparation à l'entraînement, autant pour ce qui est mobilité, préparation des tissus, mais aussi, une fois que tu es rendu à faire tes exercices, tu veux vraiment y aller progressivement pour qu'une fois que tu es rendu à ton poids de travail, là, tu commences à compter tes séries. Mais ça, je pense que souvent, les gens ont un programme, ils disent ça, c'est ma charge à faire pour 5 reps, puis des fois, ils balancent ça à la barre, puis t'es comme, d'activation. Est-ce que le système nerveux s'active également dans le sens que si je me prime avant? Oui, et même que il y a une désensibilisation qui se produit au sein de la séance. Et il y a une facilitation aussi. Ce que je veux dire par là, c'est, mettons qu'on parle de l'exemple du squat, puis qu'on sait qu'on faut qu'on se rende à, mettons, 140 kilos sur la barre, ce qui est quand même assez lourd. Ben, de faire plusieurs séries progressives va désensibiliser le corps à le poids de la barre sur les épaules, à la difficulté musculaire que ça représente de lever 120, 140 kilos. Mais aussi, lorsqu'on va faire nos séries à 140 kilos, il y a une espèce de facilitation de la contraction musculaire qui va s'installer et la première série à 140 kilos va peut-être filer plus dur que la troisième à 140, même si techniquement on est plus fatigué rendu à la troisième série. Très bon point. Cool, Frank, merci pour tout. Merci, Maki.